Le Bitcoin a brisé sa structure haussière et c'est maintenant que tout se joue. Le marché est plus divisé que jamais. Certains annoncent la fin du bull run, pendant que d'autres pensent que ce cycle est loin d'être terminé. Alors sommes-nous entrés en bear market ou vivons-nous un cycle totalement différent de ce qu'on a connu? Dans cette vidéo, on va analyser les 3 scénarios pour comprendre où en est le marché et surtout comment faire pour s'adapter. Bon retour sur ma chaîne où je vous apprends comment construire une fortune grâce à la crypto-monnaie. Si le sujet de la vidéo d'aujourd'hui vous plaît, n'hésitez pas à la liker pour soutenir mon travail et à vous abonner. On vient de dépasser les 40 000 reach sur la chaîne, alors un grand merci à vous pour tout votre soutien. On se retrouve devant le sommaire de la vidéo. Dans la première partie, nous allons voir pourquoi le bull run n'est pas terminé. Ensuite, je répondrai à la question et si le marché avait déjà basculé en bear market. Et enfin, je vais conclure cette vidéo en répondant à cette question, comment s'adapter à ces 2 scénarios. Le premier graphique est un rappel concernant la cyclicité du Bitcoin sur 4 ans. Là, on est devant le Bitcoin en unité de temps mensuelle et c'est un graphique qu'on a déjà analysé la semaine dernière. Si le Bitcoin continue à respecter sa cyclicité, on devrait avoir une fin de cycle pour la fin d'année 2025. Mais pour y voir plus clair, on va zoomer sur l'évolution du prix du Bitcoin, toujours en unité de temps mensuelle, mais cette fois-ci par rapport au début de notre cycle. Alors sur ce graphique, j'ai illustré les déséquilibres de marché qu'a connu le Bitcoin lorsqu'il a fortement accéléré à la hausse. Dans le jargon, on appelle ça une imbalance, et on dit qu'un marché continue dans sa tendance haussière à partir du moment où il respecte ces imbalances, ces zones de déséquilibre qui sont illustrées en jaune sur mon graphique. Donc on part du plus bas de notre cycle, on a une accélération haussière, puis le prix du Bitcoin revient dans son imbalance, sa zone de déséquilibre. Ensuite, nous avons une autre accélération haussière et le Bitcoin trouve un support dans sa zone d'imbalance. Nouvelle accélération haussière, le Bitcoin consolide et revient trouver un nouveau support dans sa zone d'imbalance. Et enfin, sur le dernier mouvement haussier qui nous a emmené sur le plus haut historique du Bitcoin, à 110 000 $, nous avons eu sur cette fin du mois de février le Bitcoin qui est redescendu en dessous des 80 000 $ et qui est venu combler son imbalance. Le plus bas de cette zone d'imbalance, je l'ai marqué ici, c'est 73 600 $. Cela veut tout simplement dire que tant que le Bitcoin ne vient pas clôturer en dessous des 73 600 $, le cycle de 4 ans du Bitcoin et du marché des crypto-monnaies n'est pas terminé. Maintenant, nous allons voir avec le prochain graphique pourquoi, d'un point de vue cycle économique mondiaux, le bull run du Bitcoin n'est pas terminé. Ce graphique, je le trouve vraiment pertinent puisqu'il met en avant l'idée que le Bitcoin suit tout simplement les cycles économiques mondiaux. Donc ici en haut, vous avez l'évolution du prix du Bitcoin et en bas, vous avez l'évolution des cycles économiques mondiaux qu'on appelle business cycle. On remarque simplement que les points rouges sont les derniers tops du Bitcoin et également les derniers tops des business cycles. Les flèches vertes représentent les creux des cycles économiques mondiaux qui correspondent aux différents points verts ici sur le Bitcoin. Les points orange ici montrent tout simplement les points les plus bas avant un nouveau cycle du Bitcoin. Donc ici, plusieurs informations sont intéressantes. Première information, c'est lorsque les business cycles repartent en expansion que nous avons la période d'accélération haussière du Bitcoin, c'est-à-dire la période d'euphorie du Bitcoin où se forme un top final de son cycle. 2016-2017, accélération ici, accélération du Bitcoin. Pareil pour les années 2020-2021, accélération du prix du Bitcoin pour arriver sur son top. Dans notre cycle en cours, ce graphique nous montre qu'on est à un timing où les cycles économiques mondiaux sont en train de repartir à la hausse. Cela veut dire que d'un point de vue macroéconomique, de liquidité dans le marché, nous n'avons pas encore atteint un top pour le Bitcoin, puisqu'il reste encore un potentiel haussier très important. Deuxième information, et qui a toute son importance, on peut remarquer qu'à chaque nouveau cycle du Bitcoin, la période où le Bitcoin fait son plus bas et où les business cycles commencent à repartir à la hausse devient de plus en plus longue entre chaque cycle. Cela veut dire que le timing auquel le Bitcoin bénéficie finalement du contexte macroéconomique d'un point de vue business cycle est de plus en plus long entre chaque cycle. Troisième information qui va dans ce sens, lors du cycle de 2016-2017, quand on compare la vitesse à laquelle le Bitcoin est allé chercher son top de fin de cycle lors du cycle de 2016-2017 et celui de 2020-2021, on voit que le mouvement d'expansion du prix du Bitcoin a été raccourci par rapport au cycle précédent. Si on suit cette idée avec l'expansion des cycles économiques mondiaux, le prix du Bitcoin pourrait accélérer très fortement et très rapidement à la hausse. Alors quels sont les signaux qu'on va pouvoir surveiller par rapport aux cycles économiques mondiaux? J'en ai sélectionné 2 principalement. D'ailleurs, si cette vidéo atteint les 3000 likes, je vous ferai une édition
mention spéciale sur les facteurs et les indicateurs macroéconomiques qu'il va falloir surveiller pour comprendre la suite de notre cycle. Alors si ce sujet de vidéo vous intéresse, explosez-moi la barre des likes, mais rich. Donc ici on a 4 graphiques qu'on va pouvoir comparer ensemble. Tout en haut vous avez l'évolution du prix du Bitcoin, là on est en unité de temps hebdomadaire. Ici vous avez l'évolution de la dominance du Bitcoin, et en dessous vous avez le ratio entre le cuivre et l'or, et ici vous avez la représentation de l'ISM Manufacturing aux États-Unis. Alors il faut comprendre que l'évolution du ratio entre le cuivre et l'or nous donne finalement un aperçu de la santé économique mondiale. En effet, le métal industriel est essentiel à la production, c'est pourquoi il est corrélé fortement à l'économie. On peut en conclure que lorsque l'économie est en expansion, la demande pour le cuivre monte également, et à contrario, lorsque l'économie ralentit ou est en période d'incertitude, l'or qui est considéré comme une valeur refuge se renforce. Donc lorsque ce graphique monte, cela veut tout simplement dire que l'économie mondiale est en expansion, et lorsque ce graphique descend, ça veut dire qu'on est dans une période d'incertitude ou de ralentissement. Donc en bleu ici, vous avez la moyenne mobile en exponentielle 52, qui est la moyenne du ratio cuivre-or sur un an. Et donc sur le graphique, je vous ai illustré avec des barres verticales lorsque le ratio cuivre-or dépasse finalement cette moyenne mobile. C'est un premier signal qu'on rentre dans un environnement de croissance économique, un environnement favorable aux actifs risqués comme le Bitcoin. Pour le moment, lors de notre cycle, on voit bien que le ratio cuivre-or est en tendance baissière, il ne fait que diminuer, et on n'a pas eu de cassure franche de cette moyenne mobile. Un premier signal fort serait donc un ratio cuivre-or qui accélère au-dessus de cette moyenne mobile, comme nous avons eu lors des 2 précédents cycles. Ensuite, avec l'ISM aux États-Unis, nous avons un autre indicateur de l'activité économique aux États-Unis. Il permet notamment de mesurer l'activité du secteur manufacturier aux États-Unis. Pour la faire court, lorsque l'ISM est au-dessus de 50, on dit qu'on est en expansion économique, et lorsqu'il est inférieur à 50, on dit qu'on est en contraction économique. Donc lorsque l'ISM est au-dessus de 50, on va avoir tendance à favoriser les actifs qui sont risqués. Ce que j'ai voulu illustrer ici avec ces barres verticale, c'est un ISM qui est supérieur à 58. Donc lorsque ces 2 signaux sont devenus vrais lors du cycle de 2016-2017, c'est là qu'on a eu l'accélération haussière sur le Bitcoin. Pareil lors du cycle de 2020-2021, lorsque ces 2 signaux sont devenus vrais, le Bitcoin a très fortement accéléré à la hausse. Donc lors de notre cycle en cours, on a un ISM qui est autour de 55. C'est une bonne nouvelle. Alors s'il continue à se renforcer, on peut s'attendre à avoir un intérêt encore plus important pour les actifs qui sont risqués, et donc notamment pour le marché des crypto-monnaies et le Bitcoin. Et avec le prochain graphique que je vais vous présenter, vous allez comprendre finalement qu'est-ce que nous avons vécu depuis le début de notre cycle, notamment sur le Bitcoin, et pourquoi la dominance du Bitcoin est si forte dans le marché. Si vous n'avez toujours pas de plan bien défini pour la suite de notre cycle, je vous invite à cliquer sur le premier lien en barre de description. Vous allez en effet avoir l'opportunité de réserver un appel avec moi-même ou un membre de mon équipe, où nous ferons le point sur votre situation, vos objectifs et surtout les blocages que vous rencontrez. Ces sessions d'échange sont limitées, premier arrivé, premier servi, le lien est en barre de description. Donc ici on a l'évolution du prix du Bitcoin en orange, et en bleu nous avons la représentation d'au moins 3 indicateurs macroéconomiques majeurs qui sont à des niveaux de croissance économique. Première information qu'on peut remarquer, c'est que ces signaux ont tendance à arriver lorsque le Bitcoin arrive à faire un nouveau plus haut historique, ou proche de son précédent plus haut historique. Sur notre cycle en cours, ce signal ne s'est pas encore activé, et le Bitcoin a déjà réussi à dépasser 2 fois son précédent plus haut historique. Donc finalement, ce graphique nous prouve que nous sommes déjà dans un cycle qui est différent que les précédents cycles. Et cela s'explique notamment parce que les acteurs ont changé. En effet, l'accélération haussière que nous avons eu grosso modo des 25 000 $ à plus de 70 000 $ a été déclenchée par l'anticipation du lancement des ETF pour le Bitcoin. L'anticipation que les géants institutionnels comme BlackRock vont rentrer dans la partie. Et ensuite, ce qui nous a permis de passer des 50 000 $ à plus de 100 000 $, c'est la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines. Donc ce graphique finalement nous montre que l'évolution du prix du Bitcoin sur notre cycle a été drivée notamment par des facteurs extérieur à des indicateurs macroéconomiques. C'est-à-dire que dans un contexte où les cycles économiques mondiaux rentrent en expansion, sur ce cycle et dès l'année 2025, le Bitcoin et le marché des crypto-monnaies pourraient se retrouver bien plus haut. Donc maintenant que je vous ai présenté les éléments factuels de pourquoi notre cycle n'est pas encore terminé, nous allons voir les signaux qui nous montrent que nous sommes en train de rentrer en bear market. On se retrouve devant le graphique qui illustre l'évolution du prix du Bitcoin en unité de temps mensuelle. Et juste en dessous, vous avez
avez l'indicateur qu'on appelle le RSI. Donc la première information à relever ici, c'est la bougie d'avalement baissière qu'a fait le Bitcoin sur ce mois de février 2025. Cette bougie est un énorme signal baissier. Elle nous indique que les acheteurs n'ont pas réussi à pousser le prix du Bitcoin plus haut que les 110 000 $ et que c'est les vendeurs qui sont en train de prendre le contrôle sur le marché. Mais ce n'est pas tout. Quand on s'intéresse finalement à la force de ce dernier mouvement haussier, le RSI nous montre une divergence baissière. En effet, on peut voir très facilement qu'entre ces deux sommets, nous sommes en train de monter, alors que sur le RSI, on voit que ces deux sommets sont en train de descendre. C'est ce qu'on appelle une divergence baissière. Plus l'unité de temps où on constate cette divergence baissière est haute, plus ce signal est significatif. Lors de notre dernier cycle, ici, on voit bien que le Bitcoin finalement a réussi en novembre 2021 à aller plus haut que le plus haut qu'il avait fait en avril 2021. Et sur le RSI, on avait une divergence baissière qui s'est donc validée lors de cette clôture ici, donc lors du mois de décembre 2021. Et donc à partir de quel moment on est rentré en bear market? C'est tout simplement au moment où le RSI est venu casser ce support. Et donc sur cette bougie, on avait déjà l'information que le bear market était confirmé. C'est-à-dire que le Bitcoin reparte en tendance baissière avec la fin de notre cycle de 4 ans. Et donc étant donné qu'on a déjà remarqué des différences par rapport à nos précédents cycles, la peur et la crainte que le Bitcoin ait fait son top de fin de cycle est d'autant plus renforcée. Ce qu'il va donc falloir surveiller, c'est le RSI en mensuel du Bitcoin. Et si nous avons le RSI du Bitcoin casse ce support, nous avons la confirmation que nous rentrons en bear market. Que nous passons d'une tendance haussière à une tendance baissière, c'est ce qu'on appelle un bear market. Une tendance baissière sur du long terme. Il faut également comprendre que cette peur que nous ressentons dans le marché n'est pas propre seulement au marché du Bitcoin et des crypto-monnaies. Avec la guerre tarifaire que Donald Trump a lancée notamment contre le Mexique, le Canada, l'Europe et la Chine, l'incertitude n'a jamais été aussi grande lors de ces 3 dernières années dans les marchés. Nous sommes arrivés à des niveaux d'extrême peur qui ont dépassé le pic de la peur lors du dernier bear market. Et le pire environnement où les marchés évoluent, c'est justement quand l'incertitude est à son paroxysme. Dans ce même scénario, il y a une autre tendance que j'aimerais vous partager, c'est les inflows et outflows de liquidités qui rentrent dans les ETF du Bitcoin. En jaune, ici, vous avez l'évolution du prix du Bitcoin, et lorsque ici on est dans le vert, c'est-à-dire que nous avons beaucoup de liquidités qui rentrent dans les ETF du Bitcoin. Et lorsqu'on est dans le rouge ici, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de liquidités qui sortent des ETF du Bitcoin. On voit bien que c'est à partir du mois de novembre qu'on a eu des records historiques de liquidités qui sont rentrés dans les ETF du Bitcoin et que c'est lors du mois de février où nous avons eu justement des records historiques de retrait de liquidités, on appelle ça des outflows, qui ont soutenu la baisse du Bitcoin, ce qui intensifie la pression vendeuse. Donc là, on est vraiment arrivé à la croisée des chemins. C'est pourquoi avec le prochain graphique, je vais vous montrer comment je compte m'adapter par rapport à ces deux scénarios. Je compte faire des updates plus récurrents sur mon canal Telegram. Alors si vous ne l'avez toujours pas fait, le lien pour le rejoindre est en barre de description et c'est gratuit. Donc là, on est de retour devant l'évolution du prix du Bitcoin en unité de temps mensuelle. Pour se préparer au mieux, il faut avoir plusieurs scénarios, c'est-à-dire des scénarios haussiers et des scénarios baissiers. Comme ça, on n'est pas surpris et on sait quoi faire à partir du moment où le marché nous donne la confirmation que tel scénario ou tel scénario est en train de se réaliser. Donc premier scénario le plus haussier, c'est le Bitcoin arrive à nous faire un nouveau plus haut historique et que le cycle finalement n'est pas terminé. Dans ce scénario, le Bitcoin peut venir combler totalement son imbalance, je le rappelle, qui est entre ces deux niveaux. Et ce qu'on aimerait avoir dans ce meilleur scénario, c'est un Bitcoin qui arrive à nous faire un nouveau plus haut historique avant le mois de mai. Pourquoi le mois de mai? Parce qu'il y a un adage dans les marchés, sell in May et go away. Donc dans un contexte où ici ce n'est pas notre top final, on aimerait voir le Bitcoin nous faire un nouveau plus haut historique avant le mois de mai. Et dans ce contexte de rebond haussier, je m'attends à voir une rotation du Bitcoin vers le marché des altcoins. Et si le Bitcoin respecte sa cyclicité des 4 ans, nous aurons donc une correction lors de l'été 2025 avec une reprise haussière, soit qui nous fait un plus haut que celui-ci, ou soit un sommet final en fin d'année 2025 plus petit que celui d'avant l'été 2025. Donc ça, c'est le meilleur scénario dans le meilleur des mondes. Deuxième scénario, un scénario qui ressemble un peu à ce qu'on a connu lors de l'année 2021. C'est-à-dire que la correction que nous sommes en train de connaître sur le Bitcoin, c'est une correction similaire à celle que nous avons connue à partir du mois d'avril 2021. Avec un Bitcoin qui corrige, qui garde sa structure haussière et qui repart ensuite pour venir tester son précédent ATH. Là aussi, on peut avoir deux scénarios. Un Bitcoin qui vient
revient chercher au-dessus des 100 000 $, ou un Bitcoin qui réussit franchement à aller plus haut que les 110 000 $ avec un top en fin d'année 2025. Là aussi, sur ce prochain mouvement haussier, je m'attends à une rotation vers le marché des altcoins. Maintenant, troisième scénario, et le scénario où finalement nous avons atteint le top de fin de cycle. Nous avons un Bitcoin qui revient chercher le bas de sa zone de déséquilibre, et lors de ce mouvement haussier, nous faisons un sommet qui est plus petit finalement que le sommet des 110 000 $. Là, nous avons une confirmation sur ce rebond haussier que nous avons fait un sommet qui est plus petit que celui-ci, et avec le break des 70 000 $, confirmation que notre cycle est terminé. Effectivement, c'est le pire scénario que personne ne veut voir venir, mais là aussi, lors de ce rebond haussier, je m'attends à une transition vers le marché des altcoins. Ce qui est tricky maintenant, dans la situation où on est, c'est qu'il existe une telle peur dans le marché que ce top soit le top de fin de cycle, qu'à partir du moment où le Bitcoin va faire son rebond pour venir tenter de casser son précédent ATH, une grande majorité des intervenants vont tout faire pour se débarrasser de leurs altcoins. Et donc, à moins que la pression acheteuse soit vraiment beaucoup plus forte que la pression vendeuse, ce scénario verra le jour. C'est pourquoi les 2 prochains mois vont être déterminants pour observer quel va être le comportement du prix du Bitcoin. Et ce qu'on va pouvoir dès à présent surveiller, c'est la corrélation entre le Bitcoin et le S&P 500. Le S&P 500 fait également partie des actifs qui sont risqués, et le Bitcoin agit comme un proxy finalement du S&P 500. Ça veut dire que si le S&P 500 monte, le Bitcoin finira par monter, et si le S&P 500 descend, le Bitcoin, lui, va encore plus descendre. Et c'est ce qu'on a connu, en fait, finalement, sur cette bougie hebdomadaire. Le Bitcoin a pris très cher parce que le S&P 500 a également pris cher. Mais lorsqu'on compare la structure du Bitcoin, qui a cassé finalement sa structure ici, et la structure S&P 500, on voit que le S&P 500 a conservé sa structure. Et c'est pourquoi, tant que le S&P 500 conserve cette structure, il faut s'attendre à une continuation haussière du S&P 500 et donc à un rebond également du Bitcoin. Donc voilà pour toutes les informations que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je pense que vous l'avez compris, on évolue dans le contexte d'incertitude qui est le pire depuis les 3 dernières années. Alors je vous envoie toute ma force dans cette période qui n'est vraiment pas facile à vivre. Alors dites-moi en commentaire si vous tablez plutôt pour une continuation de notre cycle ou si nous avons atteint le sommet de notre cycle. J'espère que cette vidéo vous aura apporté la valeur que vous recherchez. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Mais d'ici là, restez rich!